Une fenêtre système présente le donjon Océan Rouge du Nord, niveau recommandé 550+. Un personnage non identifié assène un puissant coup de pied lumineux à un ennemi invisible. Le coup de pied s'écrase directement sur la mâchoire d'un monstre à la peau rouge, provoquant un impact massif. Le boss, 3 dieux dragons des mers, niveau 552, est révélé en encaissant le coup. L'un des dieux dragons des mers riposte en écrasant son poing sur le sol. 2 des 3 dieux dragons des mers rouges, identiques, regardent fixement devant eux, prêts pour un vrai combat. Un homme en cape et armure rouge fait face au monstre, l'épée dégainée et prêt à en découdre. L'homme à la cape rouge est repoussé, remarquant en plein combat à quel point ses adversaires sont laids. Il est révélé être Ted le mousquetaire, niveau 559, se plaignant qu'ils sont aussi coriaces. Ted bondit et tire avec son épée-pistolet, réussissant un headshot parfait et sanglant sur un dieu dragon des mers. Un dieu dragon des mers tient la tête de celui que Ted vient de faire exploser. Le personnage principal avale une pilule balle, réalisant que le boss devient plus fort avec moins de têtes. Le PP décide qu'il lui faut un nouveau plan alors qu'une attaque aquatique massive frappe un dieu dragon des mers. Un nouveau personnage en armure blanche et bleue apparaît, reconnaissant l'attaque soudaine. Le nouveau venu déchaîne un canon à eau, à bout portant en plein visage du dieu dragon des mers. Le dieu dragon des mers est complètement englouti dans un violent vortex d'eau à haute pression. L'attaque aquatique est si brutale qu'elle semble vouloir atomiser le monstre. Les 2 dieux dragons des mers restants se contentent de rire comme si c'était un foutu bain moussant. La scène se déplace vers une grotte sombre et sinistre, alors que la pluie se met soudainement à tomber à verse. Tous les rires cessent, alors que les 2 dieux dragons des mers semblent maintenant terrifiés par la grotte. Le personnage principal révèle que toute cette séquence terrifiante était son plan directeur depuis le début. Le PP apparaît enfin, debout sur les épaules du boss, prêt à achever les 2 dernières têtes d'un seul coup. Notre gars verse une larme dramatique, faisant ses adieux au boss qu'il s'apprête à exécuter. Le dieu dragon des mers pousse un dernier cri pathétique, alors qu'il est complètement anéanti. Les 2 dieux dragons des mers restants sont réduits à l'état de poussière dans le vent. Le PP obtient un haut fait de première mondiale pour une victoire solo, ce qui est un pur mensonge. Il monte immédiatement de 2 niveaux pour atteindre le 601 et s'effondre, complètement épuisé par le combat. Le PP justifie sa victoire en pensant à tout l'argent et le temps qu'il a cramé en préparation. Une silhouette inconnue, avec une main rouge, se révèle avoir observé tout le combat. Un flashback montre la quantité insensée de poisons rares et de buffs que le PP a utilisé pour gagner. Le PP est assis sur le cadavre du boss, réalisant qu'il vient de claquer 1 milliard en 2 semaines. Il stresse maintenant à l'idée de devoir vendre tout le butin, juste pour espérer rentrer dans ses frais. Le PP révèle que le vrai prix était un drop rare, le essence du dieu de la mer. Il se dit chanceux d'avoir obtenu l'objet à faible taux de drop du premier coup. Mais il a alors un mauvais pressentiment, sachant que les choses ne se passent jamais aussi bien pour lui. La scène coupe sur une intro du jeu VR auquel ils jouent tous, Face Chronicle. Un flashback révèle que Ted le mousquetaire est un ranker du top 100 national dans le jeu. Mais le seul défaut fatal du gars est d'avoir la pire poisse imaginable. On voit tout son territoire durement gagné se faire anéantir par un événement de tremblement de terre aléatoire. Puis sa guilde a eu un accident de la route avant un siège, le forçant à jouer en solo. Ted le mousquetaire se plaint que sa poisse épouvantable se limite commodément aux jeux vidéo. Il déclare que sa série de malchance se termine maintenant, misant tout sur de nouvelles informations. Ted arrive à la chaîne de montagne de l'enfer flamboyant, un donjon de niveau 600+. Une fenêtre d'info explique que le boss, Inferno Orochi, est inattaquable pendant sa période de mue. Ted touche la carapace indestructible du boss, sachant qu'il a un moyen de la fissurer. Il révèle que son plan est de retirer la carapace et d'attaquer le corps principal affaibli. Ted escalade la montagne désolé et enflammé, cherchant l'endroit parfait pour commencer. Il sort l'essence du dieu de la mer, l'objet rare que le PP vient de looter. Ted a un sourire narquois, comptant sur l'essence pour être la clé qui brisera la défense du boss. Il verse le liquide bleu lumineux sur le sol ardent, lançant son plan directeur. L'essence du dieu de la mer touche le sol ardent, brillant comme un catalyseur magique. L'énergie bleue se propage à travers les fissures, refroidissant en gros un volcan entier. L'œil du boss s'ouvre brusquement, l'air absolument furieux du changement soudain de température. Un rapide flashback montre une bouteille vide, nous rappelant la coûteuse préparation du PP. Le flashback continue, montrant le PP sifflant son cocktail de bœuf à 1 milliard. Retour à Ted, il s'agenouille et confirme que le boss est en train de monter. Le sol entre en éruption dans une explosion massive de roches et d'énergie rouge pure. Le boss de niveau 650, Inferno Orochi, émerge enfin pour voir qui l'a réveillé. Ted ne bronche même pas et vise immédiatement le serpent géant avec son épée pistolet. Ses tirs touchent réellement,
faisant hurler de douleur le boss inattaquable. Ted le mousquetaire a un sourire narquois, pensant que son plan pour endommager le boss affaibli fonctionne parfaitement. L'œil de l'Inferno Orochi lance un regard de rage pure et sans mélange, promettant un monde de souffrance. Le boss affaibli fonce immédiatement sur Ted à la vitesse d'un putain de train de marchandises. La tête d'Orochi s'écrase sur le sol, manquant de peu Ted mais anéantissant le paysage. Ted est projeté en arrière, réalisant que son plan génial pourrait avoir quelques défauts mineurs et fatals. Il panique, apprenant que le boss est seulement vulnérable aux dégâts, pas réellement plus faible en stats. L'Inferno Orochi charge une attaque de souffle massive, prêt à supprimer Ted du serveur. Le visage de Ted montre une terreur pure, alors qu'il reconnaît l'attaque fatale en un coup imminente. Une colonne de feu massive jaillit du boss, visant directement notre malchanceux mousquetaire. Toute la zone est consumée par l'explosion ardente, avec Ted en plein dans le foutu épicentre. Le souffle de feu de l'Inferno Orochi anéantit le sol dans un faisceau massif et explosif. L'attaque laisse une tranchée fumante et chauffée au rouge creusé dans le flanc de la montagne. Ted le mousquetaire gît sur le sol, ayant survécu d'une manière ou d'une autre à l'explosion qui vient de le manquer. Ted réalise qu'il n'a esquivé qu'en utilisant le recul de son pistolet à la dernière seconde. Il admet que même avec le boss affaibli, un seul coup signifie une mort instantanée. Ted le mousquetaire serre les dents, refusant de reculer devant ce combat suicidaire. Il regarde le chemin de destruction, confirmant qu'il est complètement surclassé. Ted calcule son taux de victoire à un généreux 30%, ce qui est hilarant compte tenu de sa poisse. Malgré les chances terribles, il active son aura et prépare son épée pistolet pour le deuxième round. Le paysage volcanique entier est maintenant un enfer déchaîné, préparant le terrain pour le combat. Ted le mousquetaire s'effondre sur les genoux, admettant que son corps a finalement atteint sa limite. Un message système révèle que Ted a gagné d'une manière ou d'une autre, réalisant le premier raid solo d'Orochi du serveur. Une capsule VR bip et s'ouvre, signalant la fin d'une très longue session de jeu. Le personnage principal se redresse dans la capsule, avec l'air de revenir de l'enfer. Le PP sort en titubant, se plaignant de la fatigue physique d'être resté connecté si longtemps. Il décide de vendre aux enchères tout son nouveau butin avant de prendre enfin un sommeil bien mérité. Notre gars se souvient soudainement d'une dernière chose à faire avant de s'évanouir. Il met en ligne les vidéos des combats en solo du Dragon des Mers ET de l'Inferno Orochi. Le PP sourit, disant qu'il met en ligne les vidéos pour que son futur lui puisse en profiter plus tard. Il révèle que son nom est Amano Kyohei, alors qu'il se déconnecte pour la nuit. Un narrateur laisse présager que Kyohei n'a aucune idée du chaos qu'il vient de déchaîner. La vidéo solo du Dragon des Mers du PP est à 0 vues, inconsciente de la tempête qui se prépare sur Internet. Le compteur de vues commence à grimper, déclenchant la réaction en chaîne virale qu'il n'avait pas prévue. Les vues grimpent en flèche jusqu'à des centaines de milliers, alors que Kyohei narre sa propre fin imminente. La scène coupe sur le monde réel, où les vidéos légendaires de l'élimination du boss sont déjà en tendance. Un joueur lambda dans un cybercafé se fait harceler par son ami pour qu'il regarde la nouvelle vidéo de dingue. Le joueur sceptique ouvre la vidéo solo de l'Inferno Orochi, pensant toujours que son ami exagère. Son scepticisme se brise lorsqu'il réalise que le titre incroyable pourrait bien être vrai. Le gars pète complètement un câble, hurlant que quelqu'un a soloté un boss de niveau 650. Ses amis soutiennent que c'est un faux, mais un autre souligne que c'est une vidéo non montée de 40 heures. Les joueurs du cybercafé découvrent que le nom du joueur est Ted, un inconnu à peine dans le top 100. Les joueurs crient au pipeau, disant qu'une classe de mousquetaires pourris ne peut pas soloter ce boss. Un des gars demande si ce Ted a mis en ligne d'autres vidéos, cherchant plus d'infos. La scène revient sur notre pépé Kyohei, streamant sous son avatar en jeu, Ted. Kyohei Ted explique sa stratégie pour chasser le roi ogre depuis un perchoir à flanc de falaise. Il charge une compétence lumineuse à coup sûr pour sniper l'un des ogres en premier. Le tir touche parfaitement, faisant exploser la tête du roi ogre de ses épaules. Kyohei Ted explique qu'il va foncer sur les mobs pendant que sa compétence principale est en cooldown. Il affiche un sourire confiant, prêt à plonger et à finir le combat de près. Kyohei Ted défonce les plus petits mobs, disant que son style agressif est meilleur que le sniping lent. Kyohei Ted explique que sa stratégie de génie est de regrouper les ennemis pour les tuer plus vite. Il le démontre en chargeant tête baissée un roi ogre, en faisant la cible principale. Mon gars esquive un coup de massue tout en attirant simultanément l'aggro d'un second roi ogre. Il explose immédiatement le visage d'un des ogres, provoquant une explosion sanglante et satisfaisante. Ted utilise le recul de son pistolet pour grimper sur la massue de l'ogre et s'approcher pour l'étourdir. Il fait calmement face à un autre roi ogre, disant que le combat est terminé si vous pouvez esquiver. Ted prouve ensuite son argument en arrachant la tête de l'ogre d'un coup de pied.
Il explique que les ogres n'ont aucune loyauté et attaqueront simplement celui qui fait le plus de dégâts. Kyohei Ted nettoie ensuite toute la bleusaille pendant que les gros sont occupés à se battre. Il termine son guide de stratégie avec un sourire sanglant alors que le chat de son stream s'emballe. Un nouveau personnage, Rudisa, exige que son staff book le joueur mystère pour son émission. Son producteur explique que Ted est trop socialement maladroit pour la télé tout en regardant ses images de combat de boss. La scène confirme que c'est pour TV Rudisa, donc notre gars reçoit une attention médiatique majeure. Rudisa s'en fiche, disant que son charisme en jeu est plus que suffisant pour porter l'interview. Kyohei Ted termine son stream, soupirant sur le fait qu'il ait même dû en faire un. Un flashback montre Kyohei en pleine crise de nerfs en voyant ses vidéos devenir massivement virales du jour au lendemain. Kyohei déclare que sa série de malheurs est terminée, demandant en gros à l'univers de le foudroyer. Il reçoit un appel anonyme et suppose que c'est le producteur du talk show qui l'a évité. Kyohei répond à l'appel pendant que le vrai producteur se fait rejeter, révélant qu'une nouvelle personne est au bout du fil. L'introduction de l'appelant mystérieux se déroule sur un champ de monstres fraîchement massacrés et se pixelisant. L'appelant mystérieux révèle qu'ils sont de CGTV et veulent recruter Kyohei. Kyohei ignore leur offre de vol charter et raccroche au nez de l'appelant anonyme. Il réalise qu'une des 7 grandes guildes le recrute et a l'air absolument furieux. Une fenêtre d'info explique que les 7 grandes guildes sont des corporations massives qui gèrent l'économie du jeu. Le graphique précise que CGTV est l'une des 2 méga-guildes chinoises du jeu. Kyohei se souvient de la mauvaise réputation de CGTV et décide de démanteler son butin durement gagné. Il est sur le point de détruire les noyaux inestimables des boss Orochi et Dragon des Mers. Kyohei ignore l'avertissement d'un PNJ et exige qu'il détruise les noyaux de boss irremplaçables. Alors que les objets sont détruits, Kyohei lit directement l'appel de CGTV à sa vidéo d'Orochi. Kyohei en déduit que l'intérêt spécifique de CGTV pour l'élimination d'Orochi signifie que quelque chose se trame. Kyohei découvre que les noyaux de boss détruits sont marqués des logos des guildes CGTV et Alibaba. Il réalise que les méga-guildes apprivoisaient illégalement les boss mêmes qu'il venait de massacrer en vidéo. Kyohei se défoule sur le pauvre PNJ, expliquant qu'il a accidentellement exposé une conspiration d'entreprises massive. Il frappe du poing sur le comptoir, absolument furieux que sa chance ait de nouveau tourné. Kyohei réalise que ses victoires épiques viennent de le mettre sur la liste noire de 2 corporations géantes. Mon gars fulmine, se demandant quand sa poisse épouvantable était censée se terminer. De retour dans le monde réel, Kyohei panique, sachant que les guildes finiront par le traquer. Il parcourt désespérément sa boîte de réception à la recherche d'un plan d'évasion et remarque l'email de Rudisa TV. Kyohei a une soudaine inspiration, réalisant que l'offre des médias est sa seule issue. Il commence immédiatement à taper une réponse à Rudisa TV, décidant de se cacher sous les feux de la rampe. Kyohei se tient sur une place de la ville, complètement inconscient alors qu'une foule de joueurs commence à l'encercler. Une hache surgit de nulle part, visant directement l'arrière de la tête de notre gars. Kyohei esquive de justesse l'attaque, se faisant une vilaine entaille au visage pour sa peine. Une escouade de joueurs lourdement armés s'approche, leur chef complimentant sarcastiquement ses talents de détection. Le chef de guilde va droit au but, demandant pourquoi Kyohei a détruit leurs familiers de boss illégaux. Kyohei réalise que la méga-guilde l'a trouvé bien trop vite et est venue équipée de matériel de grade unique. Toute l'escouade de la guilde s'active, brillant de cette aura de « tu ne te déconnecteras pas ». Le chef continue son monologue de méchant, pleurant sur les pertes financières dues aux boss morts. Kyohei rétorque que s'ils les apprivoisaient, ils auraient dû mettre une foutue étiquette avec leur nom. Une main géante et sanglante jaillit du sol, attrapant Kyohei avant même qu'il ne puisse réagir. Kyohei se fait absolument plaquer au sol par le sort de la main rouge géante. Le sorcier de la guilde révèle que la main est un sort de tentacule, disant à Kyohei que ce n'est pas une demande. Kyohei identifie l'attaquant comme étant le ranker de classe mondiale Ranwa, qui déclare que sa demande est un ordre. Ranwa rejette les intentions de Kyohei, mais se fait interrompre en pleine menace par notre gars immobilisé. Kyohei contre la menace de Ranwa en affichant un écran mystérieux, le prenant au dépourvu. Il révèle que l'écran est un email à Rudisa TV, exhibant sa haute compétence de détection. Kyohei expose son moyen de pression, la preuve des activités illégales des guildes prêtes pour la plus grande streameuse du monde. Ranwa devient absolument furieux, réalisant qu'il a été complètement déjoué par le chantage de Kyohei. Kyohei a un sourire narquois, défiant la guilde de faire un mouvement tout en tenant le bouton « Envoyer en otage ». Kyohei lance un stream surprise, agissant comme s'il ne venait pas d'être menacé par une escouade de la mort corporatiste. Kyohei fait le show pour son stream, annonçant sa retraite pour vendre son histoire de chantage.
Ranwa interrompt la diffusion en frappant Kyohei avec une malédiction à plusieurs couches appelée sceau du monarque arrogant. Kyohei est complètement dominé par la malédiction, son corps couvert de sceaux rouges lumineux. Ranwa lui donne un ultimatum d'1 semaine. Supprimer le personnage ou il le tuera, lui et ses amis, pour toujours. Kyohei, ensanglanté et battu, essaye toujours de menacer Ranwa d'exposer les crimes de la guilde. Ranwa rejette froidement la menace, disant que l'Internet oubliera mais que sa série de PK, non. Le chef de guilde laisse Kyohei maudit et vaincu, confiant d'avoir gagné la discussion. Un flashback montre Kyohei essayant désespérément de trouver un PNJ pour retirer la malédiction permanente. Ses efforts ont été un échec complet, comme le montre son personnage gisant mort sur une côte rocheuse. Kyohei révèle qu'il ne peut pas supprimer son compte, car il contient des souvenirs de jeu avec sa famille. Le jeu présente l'écran de suppression de personnages, le boss final de tout joueur à long terme. Kyohei cède, décidant de supprimer son personnage pour protéger sa famille des guildes. Il essaie de se consoler en se disant que recommencer sera facile, ce qui est un énorme mensonge. Kyohei hésite devant le bouton de suppression, une seule goutte de sueur montrant ses vrais sentiments. De retour dans le monde réel, Kyohei est en pleine crise de nerfs à l'idée de perdre 10 ans de progrès. Un flashback montre son mousquet de classe unique, l'un des 2 seuls dans tout le pays. Il est révélé qu'il a obtenu le pistolet en farmant une quête solo de classe SS pendant 3 années consécutives. Kyohei réalise qu'il est trop attaché à son arme durement gagnée pour simplement supprimer le compte. Il serre son épée pistolet, décidant qu'il ne va pas se laisser faire sans un putain de combat. Kyohei se dresse, défiant, prêt à affronter les guildes lui-même jusqu'à la toute fin. Kyohei annonce que son dernier stream sera une gravure d'âme, et son chat perd immédiatement la tête. Une fenêtre d'info explique que la gravure d'âme est un boost de stats massif avec un taux de réussite fixe de 10%. Le système révèle ensuite que le taux d'échec est une chance de 100% de détruire complètement l'objet. Kyohei exhibe les stats de son mousquet unique, celui-là même pour lequel il a farmé pendant 3 ans. Son chat le supplie de simplement donner le pistolet ultra rare au lieu de le détruire pour du contenu. Kyohei admet qu'il n'y a aucun intérêt même s'il réussit, puisqu'il supprime le personnage de toute façon. Il essaie de justifier ce pari insensé comme un moyen de finalement laisser partir son personnage, Ted. Kyohei dit à ses spectateurs qu'il leur enseigne une dernière leçon sur le jeu avant d'arrêter pour de bon. Il verse une autre larme dramatique, disant adieu aux 10 années d'efforts qu'il s'apprête à risquer. Le forgeron PNJ regarde, complètement déconcerté par la crise de nerfs publique de ce type. Le forgeron PNJ annonce que la gravure d'âme à 10% a, d'une manière ou d'une autre, réussi. Kyohei regarde avec incrédulité les nouvelles stats insensées de son pistolet après avoir touché le jackpot. Kyohei panique alors que le PNJ célèbre et que son chat exige qu'il continue le stream. Mon gars ignore tout le monde et dit au forgeron choqué qu'il va rejouer le pistolet. Kyohei pleure littéralement, suppliant le pistolet de se briser pour qu'il puisse enfin supprimer son personnage. Ça réussit encore, et Kyohei pète un câble, exigeant une 3e tentative suicidaire. Kyohei réalise qu'il vient de réussir 3 fois de suite, contre des chances impossibles d'1 sur 1000. Il dit au dieu de la fortune de foutre le camp parce qu'il essaie d'arrêter le jeu. Un monstre effrayant en forme de trèfle à 4 feuilles apparaît, lui chuchotant de recommencer une fois de plus. La personnification de sa bonne chance lui fait un clin d'œil séducteur, et c'est horrifiant. Kyohei supplie littéralement le forgeron PNJ de réessayer l'amélioration, espérant qu'elle se brise enfin. L'amélioration réussit avec un flash de lumière massif, alors que Kyohei hurle à propos de son terrible timing. L'épée pistolet brille d'une aura rouge menaçante, alors que le PNJ le qualifie de personne la plus chanceuse de tous les temps. Le forgeron affiche fièrement le pistolet +7, le qualifiant de plus grande œuvre de sa vie. Kyohei calcule le nouveau niveau de puissance insensé du pistolet, réalisant qu'il vaut maintenant des milliards. Il admet que même avec cette arme divine, il ne peut toujours pas battre les méga-guildes. Kyohei imagine Ranwa lui roulant toujours dessus, prouvant son point immédiatement. Il se tient seul, réalisant que vendre le pistolet est inutile s'il va juste supprimer Ted de toute façon. Kyohei repense aux 10 années qu'il a investies dans ce personnage, refusant de recommencer à zéro. Il sourit, admettant qu'aucune somme d'argent ne peut remplacer la décennie qu'il a passée à construire son personnage. Kyohei a une idée dangereuse, se demandant s'il peut littéralement se sortir de ce problème de guilde par le jeu. Il met immédiatement fin au stream, réalisant que cette chance insensée doit rester confidentielle. Kyohei, avec l'air d'un vrai accro au jeu, exige que le forgeron tente une autre amélioration. Un flash de lumière massive jaillit du forgeron parce que, bien sûr, ça a encore réussi. L'épée pistolet atteint l'amélioration +9, entrant officiellement dans le domaine du bullshit mythique. Kyohei a l'air complètement brisé, alors que le système confirme que son pistolet est maintenant un objet légendaire +9.
Une fenêtre d'info explique que les objets plus 8 sont essentiellement des armes stratégiques que les gouvernements essaient d'acheter. Le jeu explique que son pistolet plus 9 est l'un des 8 seuls au monde, valant littéralement des dizaines de milliards. Kyohei tremble visiblement, réalisant qu'il tient une arme qui vaut plus qu'un petit pays. Le jeu dit littéralement à Kyohei de se calmer, son rythme cardiaque est supérieur à 200 à cause du stress. Kyohei essaie de se calmer, se rappelant que son personnage est l'œuvre de toute sa vie. Il calcule qu'une arme plus 9 est toujours de la merde et qu'il a besoin de beaucoup plus de puissance pour combattre les guildes. Le système de jeu essaie littéralement d'empêcher Kyohei d'utiliser un objet interdit pour se buffer. Kyohei ignore l'avertissement, hurlant que son personnage est plus important que tout. La fenêtre d'info révèle qu'il est en train de siffler une potion de berserk avec des effets secondaires absolument dévastateurs. Sous l'effet du jus de berserker, Kyohei exige maintenant une amélioration plus 19 comme un fou furieux. Kyohei hurle au forgeron terrifié d'améliorer à nouveau, l'air complètement déséquilibré. Il attrape le pauvre PNJ par le col et lui dit de la fermer et de faire son putain de travail. Le forgeron est inspiré par la folie pure et se prépare pour un autre coup de marteau légendaire. Le forgeron abat le marteau, déclenchant une autre amélioration incroyablement réussie. Le forgeron PNJ hurle alors que l'amélioration réussit à nouveau, déchirant un putain de vortex dans le ciel. Une entité squelettique apparaît, tenant l'épée pistolet et disant à Kyohei qu'elle le cherchait. Le jeu explique que les améliorations plus 10 invoquent des entités, alors qu'un démon nommé Blue Kushin offre un contrat. Le démon Blue Kushin offre à Kyohei un contrat de sang unique pour sceller l'accord. Kyohei, défoncé par la rage de Berserker, dit au démon littéral de foutre le camp et de ne pas l'interrompre. Mon gars ignore complètement le démon choqué et ordonne au forgeron d'améliorer à nouveau le pistolet. Le démon rejeté Blue Kushin se brise littéralement en morceaux, hurlant le nom de Kyohei avec incrédulité. Un démon de niveau 700 apparaît pour le jet de plus 11, seulement pour se faire instantanément couper la parole par Kyohei. Le roi Beth-Régel de niveau 750 est invoqué pour le plus 12 et se fait immédiatement dire de dégager. Kyohei continue de hurler « Améliore », ignorant un démon suprême et un roi esprit du feu. Kyohei ignore un gardien de l'arbre-monde de niveau 890 pour le jet de plus 15, hurlant toujours pour plus. Il ignore un guerrier légendaire de niveau 910 pour le plus 16, car son cerveau n'est plus que de la pure statique de jeu maintenant. Kyohei atteint plus 18, invoquant un putain d'empereur des mers, et déclare enfin qu'il va tenter le dernier. Toujours défoncé au jus de Berserker, Kyohei hurle pour la dernière amélioration comme si sa vie en dépendait. Le forgeron PNJ, maintenant totalement à bord avec la folie, se prépare pour le dernier coup légendaire. Le marteau tombe et l'épée pistolet se brise, car toutes les séries de chances finissent par rencontrer la réalité. La potion de berserk de Kyohei s'estompe au moment exact où il réalise que son arme impossible a disparu. Mon gars est en pleine crise de nerfs, oubliant qu'il voulait ça, et pleurant maintenant son arme plus 18. Kyohei s'enfuit en hurlant pour récupérer son amélioration, prouvant qu'il est le pire abandonneur du monde. Il attrape le forgeron, menaçant de le tuer pour avoir fait exactement ce qu'il venait de supplier. Le forgeron PNJ remercie Kyohei, révélant qu'il a atteint le summum de son art. Le forgeron s'élève dans un pilier de lumière, appelant Kyohei son bienfaiteur. Kyohei lance un coup de poing, hurlant que le forgeron ne peut pas être heureux tout seul. Il pleure son arme détruite, oubliant complètement qu'il avait supplié pour ce résultat exact. Le maître forgeron Brahman, nouvellement élevé, attrape Kyohei, qui est déconcerté par cette transformation. Brahman rassemble les morceaux brisés du pistolet, expliquant qu'il a acquis de nouvelles capacités d'éveil. Il révèle qu'il peut ressusciter des objets échoués et ajoute une amélioration plus 1, brisant le jeu. Le maître forgeron dit que ce pouvoir divin défie la nature et ne peut être utilisé à la légère. Brahman déclare que ce miracle est un événement unique, préparant le retournement de situation ultime. Le forgeron abat son marteau sur les fragments du pistolet avec une lueur légendaire. Kyohei tient son épée pistolet plus 19 nouvellement reforgée, vérifiant immédiatement ses stats divines. Il fixe les stats insensées de l'arme, se demandant si son cerveau vient d'avoir un écran bleu. Le pistolet a 90% d'ignorance de la défense, ce qui en fait moins une arme qu'un bouton de suppression. Kyohei fait le calcul et réalise que la puissance de son pistolet vient de bondir d'un facteur de 30. Il compare son mousquet à une autre arme légendaire et réalise que le sien est 3 fois plus puissant. Mon gars est complètement abasourdi que son pistolet ait maintenant 6 emplacements de gemmes supplémentaires. Kyohei pleure des larmes de joie, maintenant confiant de pouvoir soloter les 2 méga-guildes qui le traquent. Il rêve déjà de devenir le ranker numéro 1 après sa tournée de vengeance. Sa fantaisie de puissance est interrompue alors qu'une fissure massive et sinistre fend le ciel.
Kyohei regarde, choqué, un être doré géant descendre du ciel pour gâcher sa journée. Une nouvelle entité de niveau divin nommée Shamshyon se présente depuis un œil géant dans le ciel. Brahman dit calmement à un Kyohei confus que ce nouveau dieu est ici spécifiquement pour lui. Kyohei est enroulé dans des chaînes dorées, alors que Shamshyon déclare qu'il est temps pour un test de valeur. Kyohei essaie de demander une explication, mais sa bouche est scellée par l'énergie dorée. Kyohei réalise que c'est un événement forcé et tend désespérément la main vers Brahman pour de l'aide. Brahman se contente de sourire et souhaite bonne chance à son bienfaiteur, n'offrant absolument aucune aide. Kyohei a l'air complètement trahi, hurlant contre le PNJ inutile pour ses vœux creux. Kyohei est violemment projeté dans le portail céleste, alors que Brahman le regarde simplement partir. Kyohei reçoit une nouvelle quête de difficulté S pour l'épreuve de Shamshyon dans une étrange dimension étoilée. Kyohei réalise qu'il doit réussir cette épreuve pour débloquer l'arme plus 19 qu'il vient de fabriquer. Kyohei accepte son sort, réalisant qu'il est bien trop enfoncé dans ce pétrin pour reculer maintenant. Il commence officiellement l'épreuve, car le bouton « Non » n'était probablement là que pour la décoration de toute façon. Kyohei est téléporté sur le terrain de l'épreuve, la bouche toujours scellée par l'énergie dorée. Il arrive dans une nouvelle zone au-dessus des nuages, se demandant quel genre de connerie de haut niveau c'est. Kyohei a une soudaine et horrible prise de conscience sur ce dont le sol est réellement fait. Il se tient sur une montagne littérale d'os de monstres, parce que ce dieu est tout en subtilité. Un clone sombre de Kyohei apparaît, appelant l'endroit le tombeau du roi du ciel. Kyohei fixe son jumeau maléfique, réalisant que c'est une copie parfaite jusqu'au dernier pixel. Le clone le défie en duel pour prouver qu'il est digne du pouvoir pour lequel il vient de tout parier. Kyohei ignore le monologue edgy et décide simplement qu'il doit défoncer ce type. Shadow Ted pense que Kyohei n'est pas aussi coriace qu'il en a l'air, sous-estimant l'original dès le départ. Le clone enfonce immédiatement son épée pistolet dans le visage de Kyohei, clairement pas là pour une longue discussion. L'œil de Shadow Ted brille de cette lumière rouge classique de « Je suis la version maléfique et edgy ». Le clone regarde une énergie sombre se dissiper, se confirmant quelque chose de sinistre. Shadow Ted bondit dans les airs, demandant à Kyohei s'il a même ce qu'il faut pour se battre. Kyohei reconnaît instantanément le mouvement du clone comme sa propre compétence, pas de 1000 lieues. Mon gars réalise que ce n'est pas juste un sosie. Le clone a exactement ses compétences et ses combos. Le clone bloque l'attaque de Kyohei, lui disant qu'il a intérêt à ne pas prévoir de perdre si facilement. Kyohei exhibe son APM, activant 3 compétences différentes exactement au même moment. Kyohei déclare qu'il est sur le point de montrer à cette copie bon marché la différence entre l'original et la copie. Kyohei déchaîne un tir chargé, montrant la puissance brute de ses compétences originales. Il enchaîne avec un combo aérien en tir rapide, essayant de submerger le clone avec une pure offensive. Les tirs touchent, créant une explosion massive qui vaporiserait n'importe quel mob normal. Kyohei réalise que le clone vient d'utiliser sa propre compétence, empreinte d'ombre pour tout esquiver. Shadow Ted contre-attaque instantanément, apparaissant devant Kyohei et tirant à bout portant. Kyohei admet que le niveau de compétence du clone est identique au sien, ce qui en fait un véritable combat miroir. Kyohei sait que perdre contre lui-même serait l'humiliation suprême, donc il ne recule pas. Notre gars charge à nouveau, prêt à prouver que l'expérience bat une copie parfaite n'importe quand. Shadow Ted reste là, émanant une pure énergie de seigneur ténébreux, attendant le prochain mouvement. Le clone a un regard suffisant, complètement confiant de connaître toutes les astuces de Kyohei. Shadow Ted traverse l'écran en un éclair avec un œil rougeoyant, partant pour une attaque à grande vitesse. Une explosion massive d'énergie rouge et jaune déchire le champ de bataille. Le clone se moque des tactiques de Kyohei, trouvant ses propres mouvements ennuyeux lorsqu'ils sont utilisés contre lui. Kyohei touche son épée pistolet, activant une compétence qui brille d'une lumière rouge vif. Notre gars tire un faisceau d'énergie bleu massif et en spirale droit sur son sosie edgy. Shadow Ted le nargue d'essayer d'encaisser un coup qu'il sait être puissant. Le clone tire son propre coup, contrant parfaitement le faisceau comme s'il savait qu'il arrivait. Shadow Ted continue de tirer, disant à Kyohei qu'il mettra fin à cela s'il continue d'être pathétique. Les yeux du clone deviennent rouges alors qu'il déclare qu'il va finir le combat directement. Kyohei et Shadow Ted déchaînent des faisceaux d'énergie opposés, créant un affrontement aérien massif. Kyohei a l'air complètement déconcerté, alors qu'une aura jaune l'enveloppe soudainement en plein affrontement. Shadow Ted prend le dessus sur Kyohei, visant son épée pistolet vers le bas et déclarant le combat terminé. Le clone est pris dans un piège de feu surprise, réalisant que Kyohei ne se bat pas seulement de front. Shadow Ted a un sourire narquois à travers les flammes, admettant que Kyohei a quelques tours dans son sac. Le clone démasque la stratégie de Kyohei d'utiliser des pièges pour créer une ouverture pour une attaque. Shadow Ted frappe à travers une attaque de feu
qualifiant le plan de Kyohei de faible et loin d'être digne. Le clone charge une explosion de zone massive, prêt à atomiser toute la zone pour débusquer Kyohei. Shadow Ted déchaîne son attaque, provoquant une explosion massive sur tout le champ de bataille rempli d'os. Le clone atterrit avec confiance, déclarant que Kyohei n'a nulle part où fuir et que le combat est terminé. Kyohei émerge de la fumée, l'air mal en point mais toujours debout après cette explosion massive. Shadow Ted se tient au-dessus de Kyohei, l'épée pistolet prête, lui disant qu'il est temps de rencontrer son destin. Le clone est pris dans un piège d'énergie rouge, réalisant que Kyohei l'a encore piégé. Kyohei aligne un tir parfait, expliquant qu'il n'avait besoin que d'un seul instant pour gagner. Notre gars révèle que son arme secrète est une technique sans compétence qu'il a développée appelée In-Zoom. Shadow Ted comprend enfin que Kyohei l'a pâté dans un moment où il ne pouvait pas réagir. Kyohei tire un faisceau d'énergie bleu massif sur son clone piégé, réussissant enfin un coup net. L'attaque engloutit complètement Shadow Ted dans une explosion massive de lumière et d'énergie. Kyohei gît sur le sol, ensanglanté et se pixelisant, ayant lui-même subi un coup fatal d'une manière ou d'une autre. Le clone a un sourire narquois, avec un œil enflammé, regardant Kyohei comme s'il avait gagné. Shadow Ted révèle qu'il est le libérateur du soleil, et veut faire de Kyohei son nouveau réceptacle. Kyohei s'effondre au sol, se pixelisant et en agonie après avoir reçu un coup fatal mutuel. Il se réveille face à Shamshon, alors qu'une fenêtre système confirme qu'il a réussi l'épreuve pour obtenir un contrat. Kyohei célèbre enfin l'obtention de son arme plus 19, ignorant complètement la récompense de contrat douteuse. Il pleure des larmes de joie, pensant que sa malchance est terminée alors que les petits caractères du contrat entrent en vigueur. Kyohei fixe le message système de réincarnation, réalisant enfin qu'il s'est fait complètement arnaquer. Le dieu lui dit de renaître alors que Kyohei réalise l'horrible vérité de sa récompense. Kyohei panique alors que la réincarnation commence, hurlant que ce n'était pas dans le foutu accord. Il regarde avec horreur toutes ses compétences et titre de la dernière décennie être effacé. Kyohei est délevelé au point de ne même plus pouvoir équiper son propre équipement. Le système confirme que la réincarnation est terminée, réinitialisant 10 ans de progrès en un instant. La nouvelle fenêtre de stats de Kyohei montre qu'il est un débutant de niveau 1 avec un titre inutile. Notre gars Kyohei est par terre en train de baver, complètement brisé par la suppression de ses 10 ans de progrès. Brahman le trouve alors que le jeu déconnecte de force Kyohei pour cause de crise cardiaque. Le forgeron Brahman panique alors que son bienfaiteur est éjecté du jeu. Brahman suppose que Kyohei est juste rentré chez lui, triste de ne pas avoir pu le remercier pour sa transformation. Le forgeron nouvellement élevé décide de partir en voyage d'entraînement pour honorer Kyohei. Brahman s'éloigne vers le coucher du soleil comme un protagoniste de shonen, laissant son marteau derrière lui. De retour dans la réalité, le corps de Kyohei est violemment éjecté de sa capsule VR. Kyohei s'écrase sur le sol, inconscient à cause du pur traumatisme psychologique de la réinitialisation. La voix off de Brahman espère qu'ils se reverront alors que la main de Kyohei se serre dans son sommeil. Un narrateur souhaite bonne chance à Kyohei alors qu'il gît sur le sol célébrant ses 19 miracles. Un flashback montre les développeurs du jeu paniquant à l'apparition d'une arme plus 110 des années trop tôt. Les développeurs stressent qu'une arme plus 10 soit apparue des années avant leur prédiction de 5-6 ans. Les pontes s'inquiètent de l'apparition d'une arme plus 15, la qualifiant d'événement à faible probabilité. Les développeurs théorisent qu'un joueur avec une chance insensée pourrait déclencher le scénario principal de l'histoire. Les développeurs rient de l'idée, disant que personne n'est assez chanceux pour casser leur jeu. Kyohei se tient en tant que personnage de niveau 1, acceptant finalement que la suppression de ses progrès n'était pas un rêve. De retour dans la réalité, Kyohei est en pleine crise de nerfs à l'idée de perdre 10 ans de dur labeur. Il réalise que la réinitialisation a effacé non seulement son niveau, mais aussi toutes les compétences et titres qu'il a jamais gagnés. Kyohei se souvient de son arme plus 19, s'accrochant à l'espoir de pouvoir l'utiliser pour remonter de niveau. Kyohei sniffe une dose de premium espoir, se disant qu'il va juste refarmer avec son pistolet divin. De retour dans la réalité, mon gars a l'air d'un zombie et décide de trouver de la nourriture. Il remarque soudainement quelque chose du coin de l'œil, car la paix n'est jamais une option. Kyohei aperçoit une enveloppe mystérieuse dépassant de la fente à courrier de sa porte. Il sort les documents, supposant que c'est juste une erreur de livraison pour un voisin. Kyohei commence à lire la lettre avec un air des plus sérieux. Son expression passe immédiatement à une rage pure et sans mélange alors qu'il traite les mots. Mon gars est en pleine crise de nerfs, hurlant d'incrédulité à ce qu'il vient de lire. La lettre est de Ranwa, se vantant d'avoir réussi à supprimer le personnage Ted. Ranwa rapporte à son maître de guilde que la malédiction de suivi a disparu, confirmant la suppression. Le maître de guilde de Ranwa voit que la malédiction a été rejetée, confirmant que le personnage de Kyohei a disparu.
Le maître de guilde réalise que Kyohei était au courant de leur apprivoisement de boss illégal avant de supprimer son compte. Il admet qu'ils ont PK un tas de joueurs au hasard pour brouiller les pistes, mais se sent toujours paranoïaque. Le maître de guilde rejette ses propres inquiétudes, essayant d'agir comme si ce n'était pas grave. Un nouveau méchant, Fanjiwi de la guilde Alababa, demande pourquoi ils sont si dramatiques. Fanjiwi a un sourire narquois, confiant que leurs crimes d'entreprise ont suffisamment de déni plausible pour passer inaperçus. Elle révèle qu'ils ont littéralement sacrifié les navires d'autres joueurs comme appât pour le boss dragon des mers. Fanjiwi admet également qu'ils ont donné des joueurs de bas niveau en pâture à Inferno Orochi pour éviter tout vrai témoin. Elle déclare avec suffisance que tout le scandale va juste se tasser puisqu'ils n'ont pas de réelle opposition. Le maître de guilde fulmine, absolument furieux qu'un joueur lambda ait réussi à leur faire peur. Le subordonné de Fanjiwi souligne que le maître de guilde est toujours aigri d'avoir perdu son familier Orochi. Le maître de guilde serre son poing ganté d'armure, prêt à entendre le plan pour une vengeance de niveau corporatif. Fanjiwi explique qu'ils vont légalement détruire la vie de Kyohei puisque le meurtre dans le monde réel n'est pas pratique. Kyohei a chiffonné la lettre de la guilde en ayant officiellement marre de cette histoire de malchance. Mon gars Kyohei panique, réalisant que les guildes ont gelé son compte en banque et sa chaîne vidéo avec un procès. Kyohei rage qu'ils revendiquent des droits de propriété sur un boss qu'ils apprivoisaient illégalement de toute façon. Il remet en question la logique de leur procès, car les riches n'ont pas besoin de logique, ils ont des avocats. Kyohei remarque que la date du procès est indéterminée, réalisant que c'est plus qu'un simple procès. Il comprend que leur vrai plan est de geler son argent et de littéralement l'affamer jusqu'à soumission. Kyohei serre le poing, se demandant s'il doit juste tout divulguer à Rudiza TV et tout faire brûler. Kyohei réalise que divulguer l'info est inutile puisque les guildes vont juste enterrer l'histoire. Il comprend que les guildes pensent qu'il est parti pour de bon puisque la réinitialisation a effacé la malédiction de Ranwa. Kyohei piétine la lettre de la guilde en ayant officiellement marre d'être le punching ball de l'univers. Notre gars se tient au-dessus de la lettre déchiquetée, s'engageant pleinement dans son nouvel arc de vengeance. Kyohei se reconnecte au jeu, prêt à commencer sa tournée de vengeance de niveau 1. Il met un masque d'ours en peluche, espérant que son nom commun le gardera caché. Kyohei regrette d'avoir dû vendre tout son équipement juste pour s'offrir ce masque enchanté. Mon gars aperçoit quelque chose de brillant sur le sol, où le forgeron est monté au rang de dieu. Il ramasse l'objet et réalise que c'est le marteau légendaire du maître forgeron Brahman. Kyohei lit un message de Brahman qui le qualifie de bienfaiteur et l'invite chez lui. Kyohei commence sa tournée de vengeance en se faisant charger par un lapin cornu de niveau 1. Notre gars se prépare à tester son arme divine plus 19 sur le mob le plus basique imaginable. Il tire un coup qui ne fait que cogner comiquement le lapin sur la tête au lieu de le vaporiser. Le lapin survit avec une bosse de dessin animé, l'air plus confus que blessé par l'attaque. Kyohei pète un câble, réalisant que son arme légendaire ne peut même pas one-shot un mob de départ. Une fenêtre système révèle que son nouveau titre affaiblit l'arme à son niveau avec un taux de connexion de 0,1%. Kyohei réalise que le vrai pouvoir du titre est une compétence pétée qui évolue avec son niveau. Une fenêtre d'info explique que les orbes de compétences permettent aux joueurs d'utiliser des compétences en dehors de leur classe normale. Il comprend que son nouveau titre lui permet de maximiser n'importe quelle compétence qu'il obtient de ses orbes. Kyohei rit comme un méchant, réalisant que ce nouveau pouvoir rend son plan de vengeance complètement viable. Kyohei rit comme un méchant absolu, terrifiant le pauvre lapin de niveau 1 avec son plan de retour. Notre gars a un sourire narquois sous son masque d'ours, prêt à commencer le long et douloureux grind pour revenir au sommet. Il entre immédiatement dans une zone de niveau 10+, et commence à crier, parce que bien sûr qu'il l'a fait. Un aigle géant plonge droit sur lui, confirmant que mon gars est sur le point de se faire botter le cul. Le jeu nous rappelle utilement qu'il est dans une zone de niveau 10+, juste pour remuer le couteau dans la plaie. Un autre aigle passe en volant, complètement inconscient qu'il est sur le point de se faire supprimer par un joueur de niveau 1. L'aigle est absolument vaporisé par un faisceau, prouvant que la visée de Kyohei est toujours de niveau divin. L'œil d'un monstre géant observe Kyohei noter que sa vitesse de leveling est incroyablement rapide. Kyohei atteint le niveau 7 en ce qui semble être des minutes, commençant déjà sa tournée de vengeance. Il vérifie ses stats, réalisant que son pistolet divin affaibli en fait toujours un code de triche à bas niveau. L'œil de Kyohei se plisse alors qu'il sent une présence imminente, car la paix n'a jamais été une option. Notre gars Kyohei aperçoit un panache de fumée, se demandant quel nouvel enfer est sur le point de gâcher son grind. Kyohei lève les yeux alors que le vent tourne, confirmant que sa malchance a un plan de vol. Il identifie le boss de terrain local, le Grand Aigle, comme s'il rencontrait un vieil ennemi juré. Le Grand Aigle plonge, et Kyohei note qu'il attaque tout le monde, ce qui est tout simplement impoli.
Une rapide info montre d'autres joueurs fuyant pour leur vie face au célèbre tueur de débutants. La narration explique que les drops de l'aigle sont incroyables, c'est pourquoi tout le monde meurt en essayant de les obtenir. L'aigle démontre sa puissance en laissant tomber une bûche entière sur un pauvre type. Le jeu explique que cette menace volante est une source de traumatisme pour tous les nouveaux joueurs. Kyohei a un sourire narquois, admettant qu'il a une rancune personnelle contre cet oiseau depuis ses débuts. Kyohei vise avec son pistolet divin affaibli, prêt à régler un compte vieux de 10 ans avec cet oiseau. Notre gars déclare que c'est l'heure de la vengeance, car la petite vengeance est la meilleure motivation. Le grand aigle plonge, supprimant instantanément 2 autres joueurs, juste pour établir sa domination. L'aigle pousse un cri, complètement inconscient qu'il est sur le point de combattre un niveau 7 avec une bombe nucléaire. Kyohei tire un faisceau d'énergie massif, car la subtilité n'est plus dans son vocabulaire. Le tir touche, et l'aigle pousse un cri de choc qu'un débutant l'ait réellement touché. Le grand aigle regarde son aile fumante, réalisant que ce n'est pas un joueur de bas niveau normal. L'aigle se débat de douleur, des plumes volant alors qu'il subit ses premiers vrais dégâts depuis des années. Le boss devient absolument furieux et plonge pour une attaque kamikaze sur Kyohei. Le grand aigle s'écrase à travers les arbres, laissant un trou parfait de style Looney Tunes. Le grand aigle se fait absolument déchiqueter par les tirs rapides de Kyohei, clairement pas habitué à ça. L'aile de l'aigle prend feu, apprenant enfin ce que ça fait d'être du côté des perdants. Le boss s'énerve et plonge, serre sorti, prêt à mettre fin à cette menace de niveau 7. Le grand aigle attrape une bûche entière, décidant de se battre salement contre notre gars. L'aigle s'envole avec sa nouvelle arme bûche, sur le point de laisser tomber du bois sur Kyohei. Kyohei tire simplement sur la bûche entrante, car il ne va pas s'occuper de ces conneries de Looney Tunes. Le tir arrache proprement l'orteil de l'aigle, lui donnant un handicap permanent pour sa peine. Kyohei charge une dernière explosion massive, ayant fini de jouer avec ce pigeon surdimensionné. L'œil du grand aigle reflète son propre destin, alors qu'il hurle de terreur pure et sans mélange. Le dernier cri de l'aigle résonne dans la forêt, alors qu'il est complètement effacé de l'existence. Le grand aigle gît vaincu et criant, sa carrière de tueur de débutants officiellement terminée. Kyohei se vante au-dessus de l'oiseau mort, admettant qu'il voulait rendre sa mort personnelle. Le redoutable grand aigle rétrécit en un oisillon avant de finalement mourir. Le corps de l'aigle se dissout en une pluie de butin, la seule bonne chose qu'il ait jamais faite. Kyohei vérifie le butin et réalise que le boss légendaire a laissé tomber de la merde absolue. Kyohei arbore un sourire maléfique, prêt à obtenir son avancement de classe et à continuer son grind. Kyohei arrive dans une zone de départ désolée, ressentant la nostalgie de ses débuts. Il s'approche de l'académie de mousquetaires, se rappelant comment il a ghosté le maître qui a essayé de le recruter. Kyohei frappe nerveusement, espérant que le PNJ maître ne se souvient pas de lui avoir refusé l'offre. Une mystérieuse silhouette sombre ouvre la porte, préparant une réunion très gênante. Kyohei, avec son nouveau masque d'ours, explique maladroitement qu'il est là pour son changement de classe de mousquetaire. Le nouveau maître, Raiden, regarde Kyohei de haut, dégageant une pure énergie de « dégage de ma pelouse ». Kyohei réalise que ce type est un spécialiste de haut niveau et commence à transpirer sous sa tête d'ours. Raiden se présente et rejette immédiatement Kyohei, car la poisse de mon gars est toujours aussi pourrie. Kyohei panique, demandant ce qui est arrivé à l'ancien maître qu'il s'attendait à voir. Il se souvient de l'ancien maître, Baron, qui lui a personnellement offert de l'entraîner il y a 10 ans. Raiden essaie de claquer la porte au nez de Kyohei, refusant de donner la moindre explication. Kyohei bloque désespérément la porte, mentionnant le nom de l'ancien maître comme dernier recours. L'œil de Raiden s'ouvre brusquement, soudainement très intéressé par ce que cet homme ours a à dire. Kyohei explique nerveusement qu'on lui a offert une place de disciple mais qu'il a dû décliner. Raiden attrape Kyohei par le col, n'étant clairement pas fan de sa candidature à un emploi vieille de 10 ans. Le nouveau maître accuse Kyohei de mentir, prenant cette quête de changement de classe bien trop personnellement. Kyohei est complètement déconcerté par l'agression soudaine du PNJ, parce que bien sûr qu'il l'est. Raiden révèle que l'ancien maître, Baron Sibolt, a disparu depuis des années, ajoutant un nouveau mystère. Kyohei réalise que le PNJ qu'il a ghosté il y a 10 ans est maintenant une personne disparue, ce qui est gênant. Raiden jette Kyohei au sol, l'accusant d'être envoyé par un groupe Patoku. Le nouveau maître menace de tuer Kyohei, prouvant que c'est le pire entretien d'embauche de tous les temps. Kyohei réfléchit à la façon dont son style de jeu solitaire lui revient enfin en pleine figure. Notre gars s'énerve, se demandant pourquoi sa malchance légendaire l'a suivi dans une zone de départ. Raiden offre à Kyohei une chance de faire ses preuves en accomplissant 40 tests différents. Kyohei essaie de désamorcer la situation avec Raiden, qui n'avale clairement pas son histoire. Kyohei joue la carte « On vient de la même école », demandant si les 40 tests sont toujours d'actualité.
Raiden souligne l'énorme faille dans l'histoire de Kyohei, se demandant pourquoi un disciple a besoin d'un changement de classe de base. Kyohei retrouve son assurance, disant à Raiden qu'il va prouver sa valeur et de simplement commencer ce foutu test. Une fenêtre d'info révèle que les 40 tests sont une série de quêtes uniques du maître disparu, Baron Seabolt. Kyohei confirme que le premier test est le même défi de tir sur pièce, vérifiant s'ils ont ajouté de nouvelles absurdités. Raiden concède que Kyohei connaît le test mais n'arrive toujours pas à croire qu'il était l'élève spécial du maître. Kyohei abrège la conversation, disant qu'il va faire ses preuves et qu'il doit en finir avec ce changement de classe. Raiden cède enfin et dit à Kyohei d'attendre à l'intérieur pendant qu'il prépare le test. Kyohei révèle son véritable motif. Il est ici pour une compétence spécifique que seule cette académie offre. Une fenêtre d'info explique la compétence « pas de 1000 lieues » que Kyohei convoite. Raiden aperçoit un PNJ à l'allure familière passée, l'air toujours aussi suspect. Kyohei reconnaît le PNJ comme étant Ronaro, l'assistant de l'ancien maître d'il y a 10 ans. Mon gars grille sa couverture, saluant le PNJ et se présentant comme Ted. Tant pis pour l'anonymat. Ronaro se barre en courant, ignorant complètement le salut amical de Kyohei. C'est juste gênant. Kyohei se demande pourquoi il s'est fait ignorer alors que Raiden l'appelle impatiemment pour le test. Kyohei entre sur le terrain de test, remarquant que tout l'endroit est parti en couille. Un plan dramatique d'une botte sur le sol fissuré confirme que cet endroit est une décharge maintenant. Kyohei fait le lien, réalisant que le déclin de l'académie est lié à la disparition de Baron. Raiden énonce les règles du test, disant qu'ils fournissent le pistolet pour que les choses soient équitables. Raiden explique que le test consiste à tirer sur 10 pièces à 10 mètres en 10 secondes. Ronaro tente à Kyohei un mousquet standard alors que Raiden lui dit de commencer. Kyohei vise avec le pistolet et réalise immédiatement que quelque chose ne va vraiment pas avec. Mon gars voit que la mire du pistolet est complètement foutue, rendant le test impossible. Kyohei décide de confronter Ronaro à propos de l'équipement de mauvaise qualité, en ayant marre de ses bêtises. Ronaro reste là, voûté, l'ignorant complètement à nouveau. Quel est le problème de ce type? Kyohei réalise que Ronaro lui a intentionnellement donné un pistolet défectueux pour le faire échouer. Raiden se moque de Kyohei pour prendre autant de temps, étant clairement dans le coup pour ce petit sabotage. Kyohei temporise une seconde, essayant de comprendre comment jouer à ce jeu truqué. Notre gars annonce qu'il va simplement ajuster la mire lui-même avant de commencer le test. Kyohei tire simplement avec le pistolet défectueux sur Ronaro, qui plonge pour se mettre à l'abri comme si sa vie en dépendait. Raiden pète complètement un câble, furieux que cet homme ours sème le chaos dans son académie. Le nouveau maître réalise que Kyohei n'a pas seulement averti Ronaro, il visait un headshot. Le tir manque de loin, prouvant que le pistolet a été intentionnellement saboté pour être inutile. Raiden fait machine arrière toute, offrant un nouveau pistolet maintenant que Kyohei a exposé leur petit stratagème. Raiden a l'air complètement abasourdi alors que Kyohei refuse apparemment son offre d'une arme fonctionnelle. Kyohei exhibe son sens du jeu insensé, calculant la déviation exacte pour viser avec la mire cassée. Notre gars déchaîne une volée parfaite, touchant chaque pièce avec le pistolet intentionnellement défectueux. Raiden transpire à grosses gouttes, complètement incapable de comprendre comment Kyohei réussit son test truqué. Kyohei termine le défi en 10 secondes pile, les faisant passer tous les deux pour des imbéciles absolus. Kyohei demande avec suffisance à Raiden s'il a touché les cibles, exhibant son score parfait. Raiden transpire, réalisant que la compétence de Kyohei va bien au-delà du simple fait d'être un bon tireur. Le monologue intérieur de Raiden décortique le temps de charge précis d'une seconde du mousquet. Il explique que même un raté de 0,1 seconde aurait ruiné toute la tentative. Raiden se demande comment un débutant de niveau 10 pourrait avoir un timing aussi divin au jugé. Le nouveau maître admet que même lui n'aurait pas pu réussir le test avec ce pistolet défectueux. Raiden ravale enfin sa fierté, reconnaissant le talent de Kyohei et offrant le changement de classe. Kyohei fait une pose de victoire ridicule en T alors que Raiden s'en va, complètement conquis. Notre gars révèle que son air suffisant était une façade, transpirant que c'était juste. Kyohei admet que le vent a failli le faire échouer et qu'il a eu besoin de sa chance de merde pour le sauver. Kyohei se souvient de sa chance malmenée avant de dénoncer l'assistant louche Ronaro. Kyohei attrape Ronaro par la capuche, exigeant de savoir pourquoi il subit le traitement silencieux. Un flashback montre Ronaro donnant à Kyohei une lunette de visée rare pour être le meilleur élève de l'académie. Ronaro craque enfin, avouant qu'il déteste Kyohei pour avoir causé la disparition de l'ancien maître. Il explique que l'académie était en difficulté et que Kyohei était leur seul espoir d'avoir un diplômé célèbre. Un flashback montre Kyohei rejetant son 3e changement de classe et abandonnant l'académie pour de bon. Après le départ de Kyohei, l'ancien maître Baron est parti en voyage et n'est tout simplement jamais revenu.
Ronaro admet qu'il a saboté le pistolet par pure vengeance mesquine pour que Kyohei les ait abandonnés. Il serre le poing, admettant qu'il était simplement jaloux que Kyohei soit leur seul espoir. Kyohei se souvient de l'histoire de Ronaro, réalisant que le type voyait le baron disparu comme un père. Kyohei admet qu'il comprend pourquoi Ronaro est aigri, mais réaffirme que son objectif a toujours été d'être le numéro 1. Ronaro coupe les excuses de Kyohei, sachant déjà que mon gars va juste repartir. L'assistant aigri offre à Kyohei une boîte mystérieuse, probablement pleine de plus de culpabilisation. Kyohei prend la boîte, se demandant quel genre de cadeau d'adieu c'est de la part d'un type qui vient de le saboter. Ronaro révèle que la boîte vient du maître disparu, Baron, laissé spécifiquement pour le retour de Kyohei. Kyohei montre une rare empathie, admettant qu'il comprend pourquoi le PNJ est si émotif. Notre gars demande à Ronaro de dire au maître disparu qu'ils vont bien, essayant d'arranger les choses. Ronaro s'incline en guise d'excuse profonde, alors que Kyohei se prépare enfin à quitter cette réunion gênante. Kyohei regarde le triste PNJ partir avant de tourner son attention vers la mystérieuse boîte cadeau. Une silhouette du malicieux baron apparaît alors que Kyohei a un mauvais pressentiment à propos de ce cadeau. Kyohei ouvre la mystérieuse boîte de baron, décidant de simplement arracher le pansement. Une lumière vive jaillit de la boîte et les yeux de Kyohei s'écarquillent de choc. Kyohei, avec son masque d'ours, est complètement abasourdi par le contenu lumineux de la boîte. Mon gars réalise que le cadeau est un orbe de compétences, un élément qui change la donne pour son Q de niveau 1. Le système confirme qu'il s'agit d'un orbe de compétences indépendantes de Randé avec une compétence cachée. Kyohei s'émerveille de sa chance, parce que bien sûr, l'univers lui donne un objet de triche. Une fenêtre d'info explique que ces orbes donnent des compétences en dehors de la progression de classe normale. Il se souvient que son titre pété lui permet d'équiper et de faire évoluer les orbes de Randé jusqu'à 4 fois. Kyohei réalise qu'il peut créer une toute nouvelle compétence, ce qui est exactement ce dont un ranker a besoin. Notre gars remercie son maître disparu et ouvre immédiatement la fenêtre de statut pour vérifier son nouveau jouet. Le système révèle que la compétence est Invocation de Gobelin, une capacité de Randé pour appeler 3 mobs de niveau 30. Kyohei regarde avec une incrédulité totale, son excitation se transformant instantanément en pure confusion. Mon gars pète un câble, qualifiant la compétence de gobelin de merde absolue et remettant en question le cadeau de son maître. Kyohei jette la boîte de frustration et une note cachée tombe sur le sol. Il lit la note de Baron, qui le traite immédiatement d'imbécile pour s'être fait des illusions. La note de Baron révèle que la compétence de merde était une vengeance mesquine pour que Kyohei ait abandonné l'académie. Kyohei commence à rire comme un méchant, car sa santé mentale a clairement quitté le bâtiment. Notre gars perd complètement la tête, hurlant au ciel à propos de son ancien maître troll. Kyohei jure de se venger de Baron, qui est probablement en train de se marrer quelque part dans le jeu. Le jeu présente les plaines de Sauron, une zone de niveau 20+ parfaite pour le farm de rage. Un orc attaque un joueur tank au hasard, mettant en scène une rencontre classique de MMO de bas niveau. Le tank hurle pour un soin pendant que sa soigneuse lui crie dessus à propos de ses potions de mana qui diminuent. L'orc se prend instantanément une balle dans le dôme, du sang giclant du headshot surprise. Les 2 joueurs regardent l'orc tomber, alors que la soigneuse rage qu'un salaud lui ait volé son kill. Le pistolet de Kyohei est visible depuis les buissons alors qu'il réussit à voler le kill pour cette douce XP. Kyohei atteint le niveau 59 depuis son perchoir dans l'arbre, soupirant à propos de son grind de sniping non-stop. Notre gars se plaint que son leveling est si rapide qu'il ne peut même pas s'arrêter pour faire des quêtes. Un flashback confirme que Kyohei a obtenu sa classe de mousquetaire et la compétence pas de 1000 le lieu qu'il voulait. De retour à l'académie, Kyohei se prend la tête dans les mains de manière dramatique et refuse catégoriquement une demande de Raiden. Raiden supplie Kyohei de l'aider, qui se plaint d'être trop occupé pour s'occuper des problèmes de ce PNJ. Raiden traîne physiquement Kyohei, essayant de le culpabiliser pour qu'il accepte une quête. Kyohei est toujours aigri par le cadeau troll de Baron et ne veut pas aider l'académie. Raiden explique que la quête consiste à enquêter sur de mystérieux nuages stationnaires dans les plaines de Sauron. Le nouveau maître veut que Kyohei utilise ses compétences insensées pour explorer directement les étranges nuages. Kyohei utilise la quête comme levier, exigeant une introduction au clan des voleurs pour une double classe. Mon gars explique qu'il a besoin d'un contact, car les classes criminelles sont exclusives et difficiles à obtenir. Raiden accepte bien trop facilement, promettant d'organiser la rencontre avec les voleurs. Il se serre la main sur l'accord et le système engage officiellement Kyohei dans une autre quête secondaire. De retour dans son arbre de snipping, Kyohei s'interroge sur une cité des cieux gris mentionnée par Baron. Kyohei serre son épée pistolet +19, prêt à faire face à n'importe quelle absurdité que le jeu lui lancera. Kyohei aligne un autre tir sur un orc, prêt à continuer son grind de vol de kills.
Sa vue de lunettes est interrompue alors qu'un joueur lambda saute et vole sa cible. Kyohei se plaint depuis son perchoir dans l'arbre de ses joueurs agaçants qui ruinent son spot. Il réalise que les joueurs sont une bande de streamers, ce qui est un déclencheur majeur pour lui. Kyohei serre le poing, aigri d'avoir dû arrêter de streamer alors que ses clowns sont en direct. Notre gars doit se raisonner pour ne pas les PK, sachant que cela gâcherait ses plans. Il se reconcentre sur son grind, n'ayant besoin que d'un orc de plus pour atteindre le jalon du niveau 60. La lunette de Kyohei s'assombrit soudainement, alors que quelque chose de massif bloque sa ligne de mire. Notre gars est complètement déconcerté, se demandant ce qui vient de ruiner son parfait spot de sniping. Un géant ballon géant et ridicule vient de se garer juste devant lui. Kyohei débat de PK les streamers, car sa première solution à tout problème est le meurtre. Il se raisonne, se rappelant que son grind de vengeance est plus important que le PK mesquin. Le géant et ridicule streamer géant ballon passe devant la cachette de Kyohei, complètement inconscient. Le géant ballon continue sa marche lente et lourde, essentiellement une piñata à butin géante et ambulante. Kyohei a une soudaine prise de conscience, ce qui signifie généralement que la journée de quelqu'un est sur le point d'être gâchée. Notre gars décide que le streamer n'est qu'un gros monstre lent et une source parfaite d'XP. Le streamer géant ballon remercie son chat pour les dons tout en malmenant un pauvre orc. Le streamer fait une réaction cringe de monstre écrasé pour ses spectateurs, scellant son propre destin. Le géant ballon est instantanément supprimé dans un éclair de lumière, gracieuseté du pistolet plus 19 de Kyohei. Les autres streamers supposent simplement que leur pote est mort de sa propre stupidité, pas d'un sniper. Le tir de Kyohei vaporise l'orc, car il ne fait pas que du PK, il vole aussi les kills. Le faisceau continue et frappe un autre streamer, qui est complètement déconcerté par la violence soudaine. Le streamer réalise enfin qu'ils se font sniper et crie pour se mettre à l'abri bien trop tard. Son pote panique, hurlant qu'ils sont des cibles faciles dans un champ ouvert. Ouais, sans blague. Kyohei passe au niveau 65 après avoir anéanti le groupe, accumulant un taux de criminalité massif de 700. Notre gars se détend dans son arbre, qualifiant son massacre de dégagement de la vue. Kyohei calcule que les streamers de niveau 150 sont maintenant exclus du jeu pour une semaine. Il écarte nonchalamment son nouveau taux de criminalité de super vilain comme étant totalement gérable. Le sniping non-stop de Kyohei débloque une toute nouvelle stade de vision. Parce que bien sûr. Mon gars confirme que sa méthode de grind unique est littéralement en train de casser le système de stats du jeu. Kyohei a un sourire narquois avec un œil de visée lumineux, embrassant pleinement son nouveau rôle de méchant PK. Il continue son carnage, vaporisant un autre pauvre joueur qui ne l'a même pas vu venir. Kyohei, avec son masque d'ours, est sincèrement surpris par sa propre puissance d'attaque démesurée. Il s'en remet rapidement, décidant que tout ce qui compte, ce sont les doux points d'expérience. Notre gaz est interrompu par une fenêtre système, car le jeu ne le laisse jamais farmer en paix. Un nouveau maître de guilde frappe du poing, furieux que toute son équipe dans la zone 1 vienne de se faire anéantir. Le maître interroge son subordonné, qui confirme que personne n'a même vu qui les a attaqués. Le subordonné explique qu'ils ont été snippés d'une distance impossible sans avertissement. Un flashback montre les joueurs se faisant supprimer en plein champ, sans nulle part où se cacher. Le subordonné réalise que le sniper a intentionnellement ciblé le géant ballon pour commencer le massacre. Le maître de guilde devine que le sniper est de niveau 400, sous-estimant complètement le pistolet pété de Kyohei. Le maître jette un sac violet lumineux à son subordonné, car la solution de cette guilde est toujours louche. Le subordonné rougit comme s'il venait de recevoir une lettre d'amour, pas un objet mystérieux et dangereux. Le maître de guilde lui ordonne de libérer ce qui se trouve dans le sac pour arrêter le carnage du sniper. Le jeu obtient un écran titre dramatique, comme si nous ne savions pas déjà que c'était un phénomène mondial. Une fenêtre d'info présente le champ de Sauron, la zone des débutants que Kyohei terrorise. Kyohei quitte enfin son perchoir meurtrier et se dirige vers la ville principale comme un touriste. Notre gars se plaint du temps de trajet, regrettant de ne pas avoir fait la quête des nuages de Raiden plus tôt. Kyohei affiche ses stats, vérifiant enfin les récompenses de sa récente série de meurtres de joueurs. Il découvre une nouvelle compétence active, balle de moustique téméraire, grâce à son grind de sniping non-stop. Le système de jeu qualifie Kyohei de fou furieux pour avoir tué 10 000 ennemis en 10 jours. Une fenêtre d'info révèle que sa récompense est une nouvelle compétence appelée balle de moustique téméraire. Kyohei transpire, réalisant que la compétence a un effet de vol de vie qui évolue avec sa puissance d'attaque. Mon gars fait le calcul et comprend que son pistolet plus 19 fait de cette compétence une capacité de soin pétée. Il a une fantaisie de pouvoir vampirique complète, réalisant que la compétence soigne la moitié de ses PV par coup. Kyohei arbore un sourire suffisant, pensant que ce nouveau vol de vie rendra son grind beaucoup plus sûr.
Le jeu le frappe immédiatement avec un avertissement concernant son taux de criminalité de 4700 qui attire les gardes. Notre gars est instantanément ramené à la réalité par les gardes de la ville, promettant de se comporter comme un bon citoyen. Kyohei décide de faire profil bas pendant un moment, seulement pour se faire interpeller par un PNJ au hasard. Il se retourne, complètement déconcerté que sa malchance l'ait suivi jusque dans la foutue ville. 2 nouveaux voyous menacent un joueur de bas niveau, lui disant de la fermer ou de se faire PK. Le voyou utilise un sort de dépouillement pour scanner de force les informations personnelles du pauvre débutant. Le sort révèle que le nom du joueur est un mème et qu'il est un mousquetaire propre de niveau 22. Le voyou ignore le gamin, le menaçant de se taire après avoir confirmé qu'il n'est personne. Les voyous se plaignent de leur mission, révélant qu'ils cherchent quelqu'un qui a volé leur équipe. L'essence de PNJ du voyou maigre commence à picoter, réalisant qu'il n'est peut-être plus seul. Kyohei marche juste derrière eux pendant qu'ils se disputent, car la furtivité est pour les gens sans masque d'ours. Kyohei reconnaît le sort louche et suppose immédiatement que ses anciens ennemis de guilde le traquent. Les voyous mentionnent qu'ils attendent un mercenaire, confirmant qu'il s'agit d'une extorsion organisée. Kyohei se raisonne, réalisant que les guildes auraient envoyé une armée, et décide de simplement se tirer. Kyohei est renversé par un nouveau joueur aux cheveux blancs qui s'excuse d'être perdu. Le nouveau joueur lève les yeux vers la silhouette de Kyohei et a un soudain moment de reconnaissance. Le type attrape immédiatement Kyohei par le col, car l'espace personnel n'est qu'une suggestion. Le joueur identifie l'épée pistolet plus 19 de Kyohei, noir and blanc, grillant sa couverture instantanément. Kyohei panique, seulement pour que le type révèle qu'il pense juste qu'il est un fanboy de Ted. Notre gars est complètement sans voix, traitant l'audace pure d'être appelé son propre fan. Le fanboy fait l'éloge de l'arme réplique de Kyohei, le qualifiant de pionnier pour avoir copié l'original. Kyohei accepte maladroitement le compliment, décidant que sa nouvelle couverture est juste d'être un cosplayer. Le fanboy devient soudainement sérieux, avertissant Kyohei qu'il ne devrait pas traîner dans cette zone. Kyohei demande une explication, car sa malchance ne vient jamais sans une dose de drame. Le fanboy demande à Kyohei s'il a entendu parler de la guilde des forces spéciales Paprika. Kyohei joue l'idiot, disant qu'il ne regarde que Ted, alors que le fanboy qualifie PASF de guilde de streamers bizarres. Le fanboy explique que le contenu de la guilde inclut le piégeage de PNJ et la consommation de parties génitales de monstres. Kyohei transpire sous son masque, demandant pourquoi il devrait se soucier de cette guilde de tarés absolus. Le fanboy révèle que toute la guilde de streamers s'est fait anéantir par un sniper dans les plaines de Sauron. Kyohei joue son meilleur numéro d'innocent, faisant semblant d'être complètement choqué par cette nouvelle. Le fanboy lui demande s'il a vu quelque chose, et Kyohei réalise que son plan de faire profil bas est déjà en train d'échouer. Kyohei nie frénétiquement savoir quoi que ce soit, et le fanboy rejette simplement le tout comme une perte de temps. Les 2 voyous sont toujours en arrière-plan, continuant leur extorsion sur un pauvre joueur lambda. Kyohei maudit sa chance, et essaie de changer de sujet en demandant s'il y a d'autres guildes dans la région. Le fanboy explique que la guilde de streamers a utilisé l'attaque du sniper comme excuse pour tendre une embuscade à une autre guilde. Kyohei est complètement déconcerté, réalisant que son massacre vient de déclencher une guerre de guildes à part entière. Le fanboy révèle que les 2 guildes étaient déjà ennemies et avaient juste besoin d'une raison pour se battre. Kyohei entend que la guilde rivale quitte la zone et se déconnecte immédiatement pour éviter le drame. Le fanboy est laissé complètement abasourdi alors que Kyohei disparaît en pleine conversation. Le fanboy s'en veut, pensant que son fanboyisme de Ted a effrayé le cosplayer. Les 2 voyous trouvent enfin leur cible, interrompant le moment de doute du fanboy. Les voyous demandent nerveusement au fanboy s'il est le mercenaire qu'ils ont été envoyés trouver. Le fanboy confirme qu'il est le mercenaire, demandant si leur patron les a envoyés pour l'accueillir. Le fanboy a un moment de panique, réalisant qu'il a complètement oublié de signaler son arrivée. Les 2 voyous réalisent que leur mercenaire engagé est un rankeur et commencent immédiatement à paniquer. Le mercenaire, Rohan, répond à un appel vidéo de son maître de guilde, confirmant son arrivée sur les lieux. Le patron de Rohan lui dit d'attendre pendant que les voyous utilisent un paquet du royaume démoniaque sur la cible. Rohan accepte le plan alors qu'une fenêtre de stats révèle qu'il est un joueur classé de niveau 551.